Parler d'un petit sujet. Donc on avait soumis d'ailleurs pour la petite histoire au Brestcamp, mais bon, il n'a pas été accepté. On est un peu triste, mais c'est pas grave parce qu'on va se rattraper ce soir. Donc le sujet, c'est du JIT à l'AOT, explorer l'univers des applications Cloud Ready. Donc il y a plein de mots voilà, qu'on a achetés un peu comme ça dans le titre. Ce qu'on trouvait intéressant, c'était de parler un petit peu, on va parler de compilation native forcément, mais de revenir un peu aussi sur les bases de la compilation même en Java. Donc vraiment, on va reposer qu'est-ce que c'est la compilation en Java classique, on va dire, pour aller ensuite parler vraiment de la compilation native et en quoi ça nous importe, quoi ça nous intéresse pour tout ce qui est cloud, donc les applications cloud ready. Donc ça c'est l'objectif que je viens de vous dire. Donc découvrir et comprendre les enjeux des applications JVM dans le cloud et l'apport de la compilation native. Du coup on a mis deux petits liens sur salut Mathieu, des talks de Mathieu et Mathieu sur des sujets qui sont un peu liés finalement. Voilà, qui peuvent du coup venir en complément de ce talk. Notre talk viendra plutôt en complément de leur talk du coup vu qu'il arrive derrière. Mais si vous ne les avez pas vus, je pense que ça peut être intéressant de les regarder. Donc petite présentation, donc moi c'est Jonathan Lagneau, je suis consultant et développeur à Zenica, donc plutôt sur on va dire des stacks JVM, donc je fais pas mal de Java et maintenant je fais exclusivement du Kotlin, mais c'est pas grave parce que le Kotlin ça tourne sur la JVM aussi, donc le talk il est très pertinent. Et puis je fais du back-end, mais je fais aussi du mobile de temps en temps, j'aime bien ça. Donc c'est de la JVM aussi, Android, je spécifie, pas iOS. Et Kevin, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Kevin Ndugen, je suis développeur Java, ça fait 6 à 7 ans. Et comme bon développeur Java qui se respecte, ça fait 2 ans que j'ai décidé de faire du cloud. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je l'ai aujourd'hui parce que je m'intéresse à tout ce qui est Java dans le cloud. Voilà. Petit laïus sur Zenica, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc il y a une agence à Rennes. Nous on vient de Brest, on ne l'a pas dit, mais voilà, donc c'est une ESN un peu partout en France, voilà, avec principaux pôles d'expertise. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a 3 axes, on va dire. On va plutôt faire donc, tout ce qui est consulting, assistance technique un peu classique, mais on a aussi une offre de formation qui est plutôt bien fournie, donc si jamais vous avez besoin de formation, on en a. Formation Quarkus par exemple, je ne dis pas ça parce que je la donne, mais elle est pas mal. Et puis, on a aussi de missions de conseil, on va dire, si vous êtes en galère, on vient sauver les meubles, quoi. Donc le sommaire pour ce soir, ça va être celui-ci. Donc on va retourner un petit peu sur la compilation Java, parler de compilation native. Ensuite, on introduira GraalVM, on verra pourquoi. On fera des petites démos, et notamment une démo avec Spring ou Quarkus, ça dépendra si on a le temps. Et puis, on parlera un petit peu des problématiques qu'on peut avoir à travailler avec du coup des native images et voilà, petit truc pour aller plus loin à la fin. On va parler des frameworks, on n'en parle vraiment qu'à la fin, parce que l'idée c'est pas vraiment de parler de Spring ou de Quarkus, c'est vraiment de parler de compilation native. Toutes les démos qu'on va vous montrer, elles sont sur donc le repo de Kevin, et il y a un guide-pod qui est associé si jamais vous voulez refaire tout ce qu'on va faire là. Il y a le lien là que vous pourrez avoir où est-ce que vous voulez. Mais en tout cas, tout est faisable. Donc retour sur la compilation en Java. Nous on est des développeurs, on va développer dans des langages qui peuvent être divers et variés. Et donc certains langages vont avoir des compilations qui vont être différentes. Donc on va avoir des langages qui vont plutôt être compilés, d'autres langages qui vont plutôt être interprétés. Donc voilà, on a mis des exemples, on va voir Python qui sera plutôt interprété, mais après ça dépend. Et on a toujours la question un petit peu dans l'écosystème Java, alors Java, est-ce que c'est compilé, est-ce que c'est interprété? C'est un peu D'ailleurs, c'est une question qu'on pose. Le truc. Qui pense que Java c'est compilé? Qui pense que c'est interprété? Ouais. Tout le monde a raison. Incroyable, vous êtes tous. Je crois la réponse. vous êtes tous bons. En fait, c'est semi-compilé, semi-interprété. En fait, on va compiler du bytecode à partir de nos classes Java, qui ensuite seront interprétées par JVM. Et pour ça, je vais laisser Kevin un petit peu vous reparler de tout ça. Alors du code source au code natif en Java, donc ça passe d'abord par la génération du bytecode. Et pour générer du bytecode, comme on le sait bien depuis l'université, on utilise le programme Javac. Mais sauf que sur les applications d'entreprise, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui font encore du Javac. Voilà. Généralement, on passe par des outils de build comme Maven ou Gradle, qui sur le capot utilisent Javac du coup. Donc Javac, en fait, il prend du code source et génère du bytecode. Le bytecode qui peut être exécuté sur n'importe quelle machine, moyennant un runtime
Java. Et c'est la raison pour laquelle on dit Java, c'est write once, run anywhere. Alors, à l'étape 2 du cours, la JVM va charger ce bytecode-là, et ce bytecode peut être par la suite interprété ou compilé en mode natif. Et la compilation en mode natif est faite par un composant qu'on appelle le just-in-time compiler. Donc, pour récapituler, on a du code sous Java, on utilise le composant Java via nos outils de build classiques Maven ou Gradle. On génère du bytecode. Le bytecode est par la suite chargé par la JVM qui par la suite sera interprété ou compilé. Alors je mets ou, mais on expliquera plus tard la subtilité. Voilà, donc ça c'est pour récapituler. Alors ici on a fait le choix de représenter que la partie exécution parce que la JVM c'est bien plus que ça. Mais nous on est focus vraiment sur la partie interprétation et exécution. Parce qu'il y a d'autres composants comme le class loading, les class loaders, la gestion de la mémoire. On n'a pas représenté ici parce que nous on reste focus vraiment exécution. Alors le just-in-time compiler, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça permet de convertir le bytecode en code natif. Mais pas tout notre bytecode. Rien que les parties qui sont fréquemment sollicitées au runtime. Et c'est d'ailleurs pour laquelle l'implémentation la plus connue de la JVM s'appelle Hotspot. Donc Hotspot fait référence vraiment à cette partie du code qui est fréquemment sollicitée au runtime. Et c'est cette partie-là qui sera éligible du coup à la compilation just in time. Alors historiquement, bon, pas historiquement puisque c'est tout le cas, on a deux types de just in time compiler. On a le C1 et le C2. Le C1 est beaucoup plus orienté client, donc permet de garantir des démarrages beaucoup plus rapides. Mais le compromis à faire, c'est certes on démarre vite, mais on n'est pas forcément plus optimisé. Et de l'autre côté, on a le compilateur C2, qui permet de garantir des performances beaucoup plus globales, mais c'est réservé aux applications qui ont une longue durée, au runtime. Donc le compromis à faire ici, c'est certes c'est lent à démarrer, mais sur la durée, on a une application qui est assez performante. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu l'époque où, alors je n'ai pas non plus 50 ans, mais l'époque où pour démarrer une application Java, il fallait préciser soit -client ou -serveur. Qui a connu ça? Oui, bah... Merci. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Pourquoi? Parce que depuis Java 8, il y a ce qu'on appelle la compilation adaptative. Donc, c'est une combinaison entre C1 et C2. Donc, qu'est-ce que la JVM va faire? Il va se baser sur un ensemble de données de profiling et des seuils d'invocation pour savoir si il doit solliciter C1 ou C2. Donc, comme on voit le graphique là, lorsqu'on démarre une application Java, à la base, n'est pas performante parce qu'on commence par le mode interprété. Après un certain seuil d'invocation, la JVM dit OK, ben je pense que ce bout de code ici, c'est une hotspot. Elle est constamment exécutée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sollicite le compilateur C1. Sauf qu'au niveau du compilateur C1, la JVM dit OK, d'accord, je me rends compte que ce bout de code que je viens de compiler, il est plus que sollicité. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il sollicite du coup le C2. Et c'est lorsqu'il sollicite le C2 qu'il génère du coup du code assez performant et assez optimisé. Alors, mais la question à se poser à ce niveau, c'est sur quelle hypothèse il se base pour générer du code optimisé? Alors, il se base sur des hypothèses totalement spéculatives. C'est carrément de la spéculation. Je prends un cas simple. Vous avez une structure conditionnelle. Au démarrage de votre application, la JVM se rend compte que, OK, au runtime, je me rends compte que la condition est toujours évaluée à vrai. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de générer du code natif qui n'évalue plus cette condition-là? C'est ce genre de spéculation que la JVM fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il génère du code natif en enlevant cette partie vérification de conditions pour avoir des performances beaucoup plus optimisées. Alors, sauf qu'une seconde après, au runtime, on se rend compte que non, la condition est évaluée à fausse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va désoptimiser le code qu'il a à la base compilé et reprendre le cycle. Commencer à être interprété, repasser par C1 et repasser par C2. Donc c'est ce cycle infini qui est exécuté lorsqu'on lance une application en mode JVM. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que
une application Java sur la durée est autant performante qu'une application développée en Go ou en Rust. Parce qu'on a cette optimisation qui est faite de manière infinie. Je ne sais pas si tu as des questions jusque-là. Non, c'est clair. Alors, et pour consulter du coup les limites, les seuils d'invocation pour lesquels le C1 ou C2 est invoqué, vous pouvez taper cette commande-là. Ça permet de savoir après quel niveau d'invocation je sollicite C1 ou je sollicite C2. On aura une petite capture d'écran après à vous montrer. Donc ce qu'a expliqué Kevin, c'est super, on se dit en fait c'est trop bien, pourquoi changer? Donc, le JIT c'est magnifique, ça compile, c'est cool. Mais en fait toutes les opérations donc, on a dit d'optimisation, de désoptimisation, de vérification du code, etc. Si je dois choisir C1, C2, tout ça, ça coûte des ressources et c'est pas négligeable en fait. Et on voit surtout quand on démarre une application, une application sur la JVM, on voit des pics de CPU, des pics de mémoire, c'est lié à tout ça. Donc ça a un gros impact sur la ressource et le temps de démarrage. Et en fait, le temps de démarrage et les ressources, c'est des facteurs de coût sur le cloud. Donc, on vous a parlé un peu de Cloud Ready. Nous, on aime bien sur le cloud que ça coûte, que les ressources soient réduites et surtout qu'elles soient plutôt linéaires, qu'on n'ait pas des gros pics et que le temps de démarrage il soit assez rapide. On peut, si on a envie de scaler notre application, on a envie que l'application elle démarre vite et pas qu'elle soit disponible qu'au bout de 30 secondes. Mais voilà, au bout de quelques millisecondes, c'est quand même beaucoup mieux. Tout ce qu'on vous dit là, il y a une vidéo qui résume super bien ça. Donc pareil, on vous a mis un QR code que vous pouvez retrouver dans la présentation. C'est une très vieille vidéo, mais qui explique un petit peu le fonctionnement, deep dive du JIT. Donc voilà, si vous voulez regarder une petite vidéo, ça dure 20 minutes. Voilà, ça reprend un peu ce qu'on a dit. Du coup, le JIT compiler, il nous pose des problèmes. La compilation native arrivant, qu'est-ce que la compilation native va résoudre? La compilation native, elle nous offre, en tout cas, elle nous promet des choses. Ça nous promet un démarrage rapide, donc en quelques millisecondes au lieu de plusieurs secondes sur la JVM. Une application qui sera directement performante. Donc là où quand on est sur la hotspot, quand l'application démarre, et qu'on fait des requêtes, les premières requêtes elles sont plutôt lentes. Donc là, ça nous promet un démarrage avec des performances qui seraient maximales. Donc maximal, il faut mettre une petite étoile, on en reparlera. Une consommation, donc une empreinte mémoire et CPU qui serait plus faible, parce qu'on n'embarque pas toute une JVM et qu'on ne fait pas tout ce que fait la JVM au démarrage. Une réduction de surface d'attaque, parce que du coup, on va embarquer vraiment que ce qu'on a besoin dans notre image native. Donc moins de dépendance, moins de modules de la JVM où il pourrait y avoir des failles de sécurité. Pas trop de réflexion, tout ça, donc ça réduit les facteurs d'attaque. Et donc un packaging compact, ça dépendra des technos que vous utilisez, mais avec par exemple UPX, on pourra avoir des petits containers avec juste ce qu'il faut et avoir du coup des images plus réduites que là où on aurait toute une JVM dans notre image. Yes, tout à l'heure, on a vu du coup la partie Just-in-Time Compiler. On a bien dit qu'il faisait la compilation du bytecode vers le code natif au runtime. Donc c'est vraiment à la volée. Alors, lors de la compilation native, on fera plutôt la compilation de ce bytecode en code natif pendant le build time. Et c'est d'ailleurs pour laquelle on parle de ahead of time, la compilation anticipée. Alors, on a mis une petite étoile pour mentionner que le terme ahead of time, c'est plus seulement utilisé dans le cadre de GraalVM, c'est aussi utilisé dans le cadre du projet Leden, pour ceux qui en ont entendu parler. Voilà. Donc, dans le cadre du projet Leden, on parle beaucoup de ahead of time pour parler du cache. Donc, ne soyez pas surpris, si vous entendez AOT, hors GraalVM, sachez forcément qu'on est dans le cadre du projet Leden. Alors, zéro portabilité parce que le code natif qu'on génère, c'est bien lié à une plateforme. Donc, on brise un peu ce credo de Java qui était write once, run anywhere. On est dans un concept de monde fermé. Donc, ça veut dire que dans l'image native, on n'embarquera que du code dont vous avez besoin au runtime. Tout le code qui n'est pas nécessaire sera dégagé. On pense comme ça déjà à toute la partie réflexion. Mais on verra des mécanismes pour pallier à ces problèmes-là.
Alors, voici deux profils d'exécution. Une en just-in-time compiler et l'autre en native image. Donc, on constate qu'au démarrage de l'application, on consomme assez de CPU et de mémoire. Alors, la consommation CPU, c'est dû au fait qu'au démarrage, on sollicite le C1 et le C2. Non pas pour nos applications parce qu'il n'y a pas encore de trafic, mais pour des objets de la JDK, du runtime Java. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme autant de mémoire? Parce que lorsqu'on génère du code natif, il est stocké dans une mémoire qu'on appelle le code cache, qui est une mémoire off-heap. Alors, côté native image, on constate que pas de consommation de CPU au démarrage, c'est normal, il n'y a pas de JIT. Voilà. Et la consommation de mémoire également, c'est revu à la baisse. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de JIT, il n'y a pas du code cache, dont on ne stocke pas de code natif quelque part. Donc, c'est la raison qui explique ce différentiel de profil d'exécution. Un peu vite ce schéma-là, pour revenir dessus. Mais... Donc là, en compilation native, la différence par rapport au JIT, c'est qu'on va avoir notre source code qui est toujours compilé en bytecode. Donc là, en classique, on va avoir un packaging en jar. Là, la différence, c'est qu'on va avoir la phase de AOT qui va inclure tout ce qu'il faut pour démarrer notre application. Donc c'est du bytecode plus des métadatas qui vont être après compilés avec le native image et ça nous fera un native exécutable. Donc une petite phase en plus ici d'enrichissement du bytecode avec les métadatas pour notre native image. Du coup, il faut qu'on vous parle de GraalVM parce que comment est-ce qu'on fait des native images avec GraalVM. GraalVM, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas fait que pour faire des native images. Donc GraalVM, c'est un JDK universel de haute performance. Bon, ça, c'est ce qu'ils mettent sur le site d'Oracle. Donc c'est un compilateur, c'est aussi un compilateur just-in-time, donc haute performance et ultra optimisé. Il y a un compilateur ahead of time, du coup, pour faire nos exécutables natifs. Et c'est aussi une machine virtuelle multi-language. Donc voilà, on va pouvoir mixer des languages grâce à GraalVM. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout du coup le compilateur AOT. Mais sachez que vous pouvez utiliser GraalVM en mode hotspot sur les JVM classiques. Et peut-être, vous pourrez aller voir les benchmarks, peut-être que ça peut vous faire gagner de la performance sur vos applications classiques, ça dépendra des use cases. Il faut regarder les benchmarks suivants. Et si je dis pas n'importe quoi, je pense qu'il y a Twitter, je pense que c'était en 2018, si je dis pas n'importe quoi. Alors, ils ont eu un gros gain de performance en passant de la JDK à GraalVM, sans utiliser la partie native image. Voilà, juste en passant sur le GraalVM. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'outils comme IntelliJ, on a pas mal d'outils qui a besoin du runtime Java. Alors, vous pouvez imaginer, au lieu d'installer la JDK, installer plutôt GraalVM à la place. Et profiter gratuitement de l'ensemble de performances qui vient avec GraalVM, notamment son compilateur Graal. Voilà. Mais après, il faut regarder les benchmarks parce que suivant les use cases, il y en a quand même qui sont meilleurs que GraalVM. C'est un peu la guerre. GraalVM, ça c'est une question qu'on a souvent, donc il y a plusieurs licences en fait. Donc on a une GraalVM Community Edition que vous pouvez utiliser, qui est gratuite, open source, c'est de la GPL v2, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et donc là, il n'y a pas de souci. Et après, on a une version Oracle, donc Oracle GraalVM, où là, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Où là, on va avoir deux licences, donc une GFTC, donc qui sera gratuite et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec aussi. Mais cette licence GFTC, elle a une date d'expiration, on va dire. Donc par exemple, pour la JDK 17, la LTS, la fin de la période gratuite GFTC, c'est septembre 2024. Et après ça, il faudra passer sur la OTN, Oracle Technology Network. Donc en fait, si vous voulez du support long terme sur le Oracle GraalVM, il faudra passer à la caisse ou se mettre à jour régulièrement pour rester sur la GFTC et profiter de la période de licence gratuite tant qu'Oracle le décide comme ça. Ouais, et ça commence du coup à partir de GraalVM pour Java pour JDK 17. Donc il se donne une période de 3 ans de gratuité. Donc vous pouvez déployer en production avec, vous pouvez l'utiliser pour vos usages commerciaux, pas de problème. Mais 3 ans après, du coup, il repasse en licence payante. Donc en fait, leur politique, c'est vraiment de pousser les utilisateurs à utiliser autant possible les deux versions. Sauf pour les non-LTS, par contre. Les non-LTS, par contre, ça reste gratuit. Open bar. Mais le support sera temporaire. Donc après, si vous voulez du support long terme, de tous les cas, il faudra passer sur le LTS. Donc après, Oracle GraalVM offre des choses qu'il n'y a pas dans la GraalVM Community Edition. Il faut bien qu'il justifie, comme par exemple qu'il justifie ça. Comme par exemple le Garbage Collector G1. Il n'y a pas ça sur la Community Edition. Ouais. La capacité de pouvoir embedder
les S-BOM, la passage de la Community Edition. Bref, il y a un ensemble de fonctionnalités qui ne sont disponibles que sur Oracle GraalVM et pas sur Java. Mais on peut, enfin, il n'y a pas besoin quand même de faire du Oracle GraalVM. On peut utiliser GraalVM Community Edition, ça marche très très bien. Donc ça, c'est des choses qui sont tirées encore de la communication d'Oracle. Donc le AOT Compiler, c'est basé sur le composant Native Image. Ça utilise 5 fois moins de mémoire, 100 fois plus rapide au démarrage. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas de JVM, mais on a quand même une micro-VM qui s'appelle Substrat VM, qui va juste prendre ce dont elle a besoin pour que l'application fonctionne. Et c'est les threads et le garbage collector. Donc, ça va juste prendre cette partie-là de la JVM et le mettre dans Substrat VM, on va dire. Et donc ça, c'est intégré dans notre compilateur ahead of time. Sachant que Substrat VM, c'est un composant Graal développé en Java et lui-même compilé en Native Image. Oui. Et du coup, comme ça reste une application Java sous le capot, on a besoin de gérer les threads, gérer le garbage collection, raison pour laquelle on intègre cette micro-VM qui s'appelle Substrat VM. Et donc ça, c'est donc toujours tiré du site d'Oracle. Donc on peut voir, donc il nous montre des performances un petit peu entre des applications qu'on aurait pu coder en C, en Go et avec la JVM classique, en Graal. Et donc on a des execution time donc au démarrage, et puis on a la mémoire consommée, pareil, quand on démarre l'application. Donc on voit ici GraalVM, on arrive un petit peu à des performances qui se rapprochent du C, et du Go, on va dire, entre les deux, quoi. On est bien loin en tout cas de la JVM classique. Un seul mot par rapport à cette slide. Faites vos benchmarks il y a d'autres benchmarks avec vos infrastructures du coup, pour vous donner une autre idée. Voilà. Donc ça c'est ce que nous on a porté nous, mais faites les vôtres, quoi. Alors tout ça c'est bien beau, mais bon, Native Image, on a quand même des petits soucis, enfin pas des soucis, mais il n'y a pas que des avantages à faire ça. Là c'est un petit truc marrant qu'on avait trouvé sur les issues GitHub de Graal, où c'est Josh Long, le fameux, qui demande à Graal d'intégrer une feature, donc en fait d'entendre une musique d'ascenseur quand on est en train d'exécuter Native Image parce que c'est ultra long, donc pour patienter un petit peu. Donc en fait ils lui ont fait une version avec vraiment un flag à rajouter pour avoir la musique d'ascenseur, donc assez marrant. Mais voilà, donc ça fait partie, on en parlera, mais des choses qu'il faudra prendre en compte quand on fait du Native Image. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour ceux qui veulent troller leurs collègues du boulot, il y a un plugin Maven qui ne concerne pas GraalVM, hein, un plugin Maven classique. Vous l'intégrer dans votre projet Java. Et voilà, et puis par défaut, il va choisir des sons à la volée au moment du build. Donc vous imaginez un collègue n'est pas un peu distrait, vous mettez ce plugin, il lance son bulle, et puis il entend une musique, c'est pas de Mariah Carey. Bref. Donc, le plugin, je ne l'ai plus en tête, mais si vous tapez sur le web musique d'ascenseur, plugin Maven, voilà, vous l'aurez. Ok, il est temps de faire un petit peu des démos, de vous montrer. Là, oui, on a parlé beaucoup, mais. Ouais. Ok, j'espère que on verra. Ah, il est encore là. Donc on a tout fait sur Gitpod, donc ça c'est ce que vous pourrez retrouver si vous voulez faire la même chose chez vous. C'est assez grand pour tout le monde? Ouais. Ok. Donc on va commencer peut-être par la compilation basique. Comprendre en fait l'intérêt du just-in-time compiler, c'est-à-dire on va exécuter un programme avec le just-in-time compiler d'activer et avec le just-in-time compiler de désactiver, observer les différences en termes de performance. Alors. Donc à chaque fois, pour chacune des démos, il y a un petit readme que vous pouvez suivre étape par étape et vous pouvez tout refaire chez vous. Tu peux zoomer un peu, Kevin? CTRL plus. Ah, c'est bon. Peut-être un peu trop là. Hop, c'est bon? Ouais, c'est bien. Okay. Donc ici, vite fait, on va générer les logs de compilation du Git. Et je vais vous montrer les étapes de passage du C1 au C2 et à quel moment il fait la désoptimisation. Donc là, on a généré un petit fichier log. Un petit fichier log du coup. Avec beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes du coup, voilà. Alors, si on regarde que ce qui nous concerne, nous, c'est... Donc ça c'est le niveau de compilation, donc ça va de 1 à 4.
Donc 1, 2, 3, le C1 et 4, Le C2. C2. Voilà, c'est ce qu'on appelle la compilation hiérarchisée, la compilation adaptative. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà. Donc là, du coup, c'est le C1 qui est sollicité. Encore le C1, puisqu'on est au niveau 3. C1. Donc, quand Ah non, C2 par contre. Ouais. quand uppercase, c'est du coup c'est une classe, c'est la classe, notre classe à nous c'est notre classe Java qui va juste faire une boucle avec, Oui, voilà. qui va faire des comptes quoi. En fait, qui va compter le nombre de majuscules qu'il y a dans un test, quoi. Ouais. Donc, il va effectuer 1 million de boucles et à chaque 100 000, il va loguer le résultat. Alors là, on constate que à cette ligne-ci, on voit bien que le compilateur C2 a été sollicité parce qu'on est au niveau 4. Parce qu'après un certain nombre d'invocations de ma classe count uppercase, de ma méthode count uppercase main, il a dit ok, bon, ça c'est éligible du coup à la compilation C2. Donc il a invoqué le niveau 4. Mais sauf que plus tard, juste après du coup, on voit la mention made not entrant. En fait, ça c'est l'étape des optimisations. Il a dit ok, les hypothèses sur lesquelles je m'étais basé pour générer du code natif sont plus bonnes. Qu'est-ce que je fais? Je les optimise. Mais sauf que là, il a fait sa optimisation en passant au niveau 3 du C1. Il n'est pas repassé au mode interprété. Voilà, donc ça, c'est expliqué de manière superficielle les logs du JIT. Quoi. De manière infinie, du coup, comme ça va à chaque fois regarder est-ce que je dois optimiser ou pas, désoptimiser. Exactement. Tout le temps. Donc si on repart plus bas, voilà, on voit qu'il repasse après à 1. Voilà. Alors, C'est de... Exactement, ouais. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il redésoptimise. Parce que pour lui, les hypothèses de compilation sont plus bonnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ok, bah, écoute, je reviens à l'étape précédente et il va effectuer cette boucle-là jusqu'à obtenir du code assez performant. Et je vous ai pris l'exemple de structure conditionnelle, mais ce n'est pas que ça. Hein. Il y a tellement d'optimisations qui sont faites au niveau de la JVM. Alors, si on fait un deuxième exemple, du coup, où on désactive, je pense que c'est ça, oui, voilà. On va désactiver du coup le JIT. Oui. La décision de compiler, c'est vraiment juste le nom de l'exécution ou c'est plus compliqué que ça? Alors, il se base sur le nombre d'exécutions et les informations de profiling qui collecte auprès de la JVM. Donc c'est quoi, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est un bout de code qui prend du temps à exécuter? Ce genre de truc pour savoir, pour dire que ce bout de code-là vaut mieux le compiler que son voisin par exemple. Alors, répétez, Est-ce que la décision d'optimiser un bout de code, c'est vraiment uniquement le nombre d'exécutions ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Oui, spécifiquement, c'est ça, oui. Spécifiquement, c'est d'abord le nombre d'exécutions et à côté, c'est basé sur pas mal d'informations de profiling qui collectent auprès de la JVM. Mais c'est essentiellement le nombre d'exécutions. Essentiellement, ça, oui. Je ne sais pas si tu comprends la question du coup. Bon. Ok, parfait. Là, du coup, si on exécute du coup la classe en désactivant le just-in-time compiler, qu'est-ce qu'on observe? Exécute là peut-être avec déjà. Hein? Non, c'était pas... Ouais, non, vas-y. Ouais, ok. Alors, là, c'est le programme qui est en train d'être exécuté. Hein. Vous voyez là, il met 4 secondes à m'afficher, il met 4 secondes à boucler sur les premiers 100 000. Vous voyez qu'avec le temps, du coup, ça ne change pas. On a le même temps. Pourquoi? Parce que sur la durée, comme on a désactivé le just-in-time compiler, ben, il n'est pas invoqué. Quoi. Le C1 C2 n'est pas invoqué. Donc ça, c'est le comportement de vos applications au démarrage. Ça prend une plombe. Le système JVM. Tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter. Voilà. Bon, c'est 1 million de quoi. On a 10, donc ça s'arrêter. Voilà. Okay. Voilà. Donc ça, c'est ça le mot de... Voilà, ça, c'est ça sans le just-in-time compiler. Donc vous, voilà, je ne sais pas si vous faites du coup une idée de ce que peut apporter le just-in-time compiler dans vos applications. Sans ça, un client attendra 4 secondes. Ok, sinon, côté compilation native du coup, donc là, on va compiler de manière native la même classe du coup. Hop. Voilà. On commence d'abord par faire du Java. Java classique. Donc le bon vieux JIT. Parce que qu'est-ce qu'on a dit du coup? On commence d'abord par générer
du bytecode parce que la génération, la génération de l'image native se base sur le bytecode. Donc, on a besoin d'avoir le bytecode en entrée. Et une fois on a ce bytecode-là, qu'est-ce qu'on fait du coup? On génère l'image native. Alors là, j'ai mis tiret OB. Donc, OB veut dire optimiser pour le build. C'est pour éviter d'attendre 2 minutes, quoi. Pourtant, on est sur un simple hello world. Mais voilà. Du coup, les performances ne sont pas optimales. Par contre, voilà, exactement. Mais le compromis, c'est qu'on obtient une image native qui n'est pas autant performante que si on avait défini le level d'optimisation à 2 ou à 3. C'est vraiment pour accélérer le build lorsqu'on est en local, quoi. Donc, vous imaginez, la personne Spring Boot à 1 milliard de classes, voilà, s'il faut attendre que ce soit terminé, ça finira presque jamais, quoi. Voilà, et comme Josh l'a si bien mentionné, donc ça prend du temps. Ah, effet démo. Ça prend du temps du coup de générer des images natives. Hop, et ça, c'est quoi ça du coup? Je pense que c'est même pour le problème qu'on a vu tout à l'heure. C'est le même problème que tout à l'heure? Ouais. Alors. Du coup, là, tu as tout désactivé comme flag. Ok. Ouais. Là, visiblement, les dieux de la démo ne sont pas avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On redémarre notre Gitpod. Alors, on redémarre le Gitpod. Oui. Alors, Gitpod, ça marche bien, sauf quand ça marche pas bien. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, on a dû restart. Hop, allez, stop. Bon, c'est dommage. Vas-y, va go to dashboard. Allez, on va go to dashboard là. C'est quoi? On va aller. Ouais, on va faire la démo du coup, du QR code de démo. On va cliquer dessus. Ouais. Dans la vraie vie, ça fait quoi? Hop. On clique dessus. Voilà. Et puis ça va nous préparer un environnement avec tout ce dont on a besoin pour jouer la démo, quoi. Ouais, peut-être on peut le laisser démarrer. Puis on revient dessus après. Oui, ok. Ouais. Parce que celle-là, ça va télécharger 2-3 trucs. Tu penses? Ou tu le fais direct? Ouais. Non. Ok. Bon, on vous montre la compilation native juste après. Mais Kevin, tu peux expliquer un petit peu ce que ça va faire, juste avant. Alors, lorsqu'on lance la commande native image, il se passe pas mal de choses sur le capot. Mais en gros, ce qu'il essaie de faire, c'est de découvrir tous les objets accessibles au build time. Hormis la partie réflexion, il s'est dit, ok, d'accord, tu m'as donné ton application, donc il n'y a pas l'application, je pas du bytecode. Tu m'as donné en entrée la JDK, tu m'as donné les librairies utilisées par ton application. Je vais essayer de passer tout ce code-là et détecter tous les objets qui sont accessibles. Maintenant, pour chaque objet accessible, du coup, il va essayer de faire une initialisation des blocs statiques, en sachant qu'il essaie de faire de son possible parce que ce ne sont pas tous les blocs statiques qui sont safe à être initialisés au moment du build time. Par exemple, si vous avez dans un bloc statique la récupération de la date du jour ou bien la génération d'un UID, donc ça, c'est pas trop safe du coup parce que une fois que vous aurez généré vos images natives, elles seront figées. Donc, faites gaffe du coup. Mais par rapport à ça, il y a des possibilités de déporter cette initialisation pendant le runtime. Mais par défaut, GraalVM essaiera de faire au build time. Mais si jamais vous avez déjà des use cases, faites vraiment gaffe à déporter cela au moment du runtime. Donc, ces choses sont possibles. Alors, une fois il a fait l'init, alors tous ces objets qui sont accessibles au build time, il va créer une sorte de heap qui sera pré-rempli et chargé au moment de l'exécution. Donc, ça évite d'effectuer l'ensemble des opérations qui sont effectuées lorsqu'on utilise la JVM classique. Donc, class scanning, chargement des objets. Là, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce qu'on aura créé une snapshot de heap qui sera directement disponible au moment de l'exécution. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, lorsqu'il obtient du coup ce code accessible au moment du build time, qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite le compilateur Graal. Parce que GraalVM, c'est d'abord un projet. Enfin, le projet Graal, c'est d'abord une alternative au compilateur C2. Et cette alternative s'appelle Graal. Donc Graal, c'est aussi un compilateur comme C2. Alors, lorsqu'il a généré du coup l'arbre des objets accessibles, il appelle C2, il appelle Graal du coup pour générer du code natif.
Maintenant, tout à l'heure, on a dit que le code natif est fortement lié à la plateforme. Comment s'est faite cette liaison-là? Une fois la généré ce code natif, du coup, Native Image va solliciter le compilateur C. Et c'est le compilateur C qui va faire la liaison entre le code natif et la plateforme. Donc, en gros, il va embedder dans le Native Image l'ensemble des librairies système. Et c'est ça qui fera du coup la liaison entre ton image native et ta plateforme. Et c'est seulement après ça qu'on obtient du coup une image native qui contient d'un côté la partie code, et de l'autre côté la partie HIP. Voilà. Et cette HIP-là sera chargée du coup, cette HIP-là est pré-remplie et disponible au runtime. Donc ça évite de faire toute opération comme le chargement des classes qu'on a en mode classique avec une JVM. Et c'est un processus itératif, hein, du coup il va faire ça plein de fois, jusqu'à ce qu'il trouve une optimisation qui lui paraît optimale. Tu peux peut-être, est-ce qu'on peut repartir sur le Gitpod? Mais je pense que tu l'as ouvert dans un autre onglet. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Hop. Ouais. Voilà. Faut que tu rezoomes. Voilà. Ouais, on croise les doigts. Bon, ça va. Ok, là où ça plantait, du coup, c'était Native Image Contour Package. Alors, on va rajouter le tiret Optimize pour le build du coup, pour qu'il s'arrête plus rapidement. Et on croise les doigts. Ouais. Voilà. Voilà. Ça mérite des acclamations. Donc ça lance la... ouais. Ça lance la compilation native, il y a plein d'informations qui vous sont données. Il y a notamment les ressources du build qui sont assez intéressantes. 26 Go de mémoire, 16 threads, 100% des threads, enfin de mes processeurs. Donc ça consomme quoi. Enfin, voilà. Donc on peut limiter tout ça hein, quand on lance un build natif, sinon après votre machine est en train de freeze comme ça, là, on peut rien faire. Mais ça prend énormément de ressources et ça prend du temps aussi. Donc voilà, c'est assez long. Malgré qu'on ait mis le OB. Hein. D'où la musique d'ascenseur. Alors, qui pense qu'une application dont on a généré l'image native est forcément plus performante qu'une application qui fonctionne en mode just-in-time compiler? Ouais. Ok. Bah, du coup, les autres, non. Alors, une application générée en Native Image, sur le temps de démarrage, ça va, mais sur la durée, comme on bénéficie du just-in-time compiler de manière infinie, forcément, sur la durée, on aura des débits beaucoup plus élevés sur une application qui fonctionne en mode JVM classique, quoi. Voilà. La compilation sera plus optimale que là, dans le peu de temps qu'il a eu pour faire ses boucles itératives. Donc là, on a mis 58 secondes à builder l'image native. Là, c'est parce qu'on a mis le tiret OB dans Optimize pour le build. Donc, ça prend moins de temps à builder. Mais si on le faisait de manière classique, sans le tiret OB, on mettrait dans les 1 minute 30. Quoi. Ouais, sachant que notre classe, elle fait juste une boucle avec... elle compte un string. Enfin, voilà. Maintenant, si on lance ça, du coup... Ouais, vas-y. Donc, ça se lance... Donc, ça reste un programme... un exécutable natif. Voilà, ça reste un truc natif classique. Hop. Voilà. Mais si j'exécute le même programme en mode just-in-time compiler classique, c'est quoi la différence du coup? Hop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, tu es en train de... Voilà. Donc on voit quand même que c'est plus court, comme on l'a dit, au total, pour l'application Java classique. Mais par contre, on voit bien au tout début, là, bah, ça prend du temps. Quoi. Donc les premières boucles, ici, ça met du temps à démarrer. D'où ma question de tout à l'heure, quoi. D'où ma question sur le fait que, est-ce que vous pensez qu'une application en just-in-time compiler est forcément moins performante qu'une Native Image? Non, pas forcément. Ça dépend de votre use case. Ça dépend de votre use case. Et puis, donc là, on a mis le OB. Si on n'avait pas mis le OB, il y aurait moins de différence aussi. Exactement, oui. Ouais. Et plus ça va, plus ils améliorent ça aussi. Donc, voilà.
c'est aussi plein d'optimisation. Et peut-être si on refait le même truc là, on va aller au niveau d'optimisation maximale. On va générer une image native qui soit le plus optimisée possible. Ah, mais là, Hop. on n'a pas Mais fini. ça prendra forcément On va plus pas de temps. attendre. Mais voilà, mais on passe la presse. Ok. Hop. Top, merci. Le dieu de la démo. Si on récap un petit peu ce que fait le JIT, donc sur une application Java classique et sur et l'AOT, bah, le JIT, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va charger l'exécutable de la JVM, il va charger des classes à partir du système de fichiers, il va vérifier le bytecode, l'interpréter, enfin, l'interprétation du bytecode va démarrer, il va exécuter tout ce qui est statique, compiler en premier niveau C1. En plus, il va commencer à recueillir du profiling, donc combien de fois ma méthode est exécutée, combien de fois je passe dedans. Et après un certain temps, il va se dire « Ah, il faut que je compile en C2 ». Et enfin, là, on a du code optimisé. Donc ça, c'est ce qui se passe avec le JIT. Et c'est ce qui se passe finalement aussi quand on fait notre native image. Ben, en fait, il fait tout ça de manière, voilà, au début. Donc c'est pour ça que c'est assez long, jusqu'à avoir quelque chose d'assez optimisé. Et puis après, donc l'AOT, lui, qu'est-ce que ça fait quand on démarre? On va charger l'exécutable avec la heap, donc le snapshot de la heap, enfin, et de tout ce qu'il faut, les métadatas, et ben, ça démarre immédiatement avec du code optimisé, comme si on était arrivé là, plus ou moins, suivant le temps qu'on a laissé tourner le JIT, quoi. Kevin en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a le point analysis, il fait une closed world assumption. Donc, il va regarder vraiment tout ce qu'on utilise dans notre application et embarquer que ce qu'on utilise dans notre application. La JVM, il y a plein de mécanismes dynamiques, notamment donc, la réflexion, les proxys, du GNI, class pass ressources, tout ça. Et ça, en fait, ben, il ne va pas le découvrir. Donc, si on fait de la réflexion, il ne va pas voir que vous faites de la réflexion sur une classe, et donc il ne va pas l'embarquer. Il ne va pas l'embarquer, et quand vous allez démarrer quand vous allez compiler, tout va bien se passer, et quand vous allez démarrer votre exécutable, ça va planter au runtime. Donc, pas très cool. Donc, si vous faites ce genre de choses, donc proxy réflexion, GNI, class pass ressources, et ben, il va falloir l'expliciter donc au compilateur natif. Il va falloir lui dire attention, je fais de la réflexion, il faut que tu embarques cette classe ou pas. Et donc ça se fait avec des fichiers de configuration. Donc, par exemple, pour la réflexion, il y a un réflexion config ici. Pour les ressources, un ressource config, etc. Donc soit on peut écrire ces fichiers de config manuellement à la main, donc ce qui n'est pas très pratique. Soit on peut avoir donc, des agents qui vont nous faire ça. Puis si vous utilisez certains frameworks, Spring ou Quarkus, vous avez aussi encore des simplifications pour faire tout ça. Notamment Quarkus, où c'est le plus simple, je pense. Il va se charger de faire ça pour vous, quoi. Vous n'avez pas à avoir à le faire. Et si vous avez à le faire, ce sera aussi plus simple. Donc ça part de l'app, de votre application. Là. Et donc on va venir du coup rajouter donc, la configuration, donc soit manuelle, soit via l'agent, pour générer notre native image. Et on va lui passer tout ça dans la commande de native image. Et on a une mini démo là-dessus. Là, ça devrait marcher. Il n'a pas eu le temps de... Non, toujours pas. Alors, si on revient rapidement sur le build que j'ai lancé tout à l'heure, il a mis 2 minutes. Tout à l'heure, j'avais mis -OB, il a généré en 58 secondes. Là, j'ai demandé à ce qu'il imagine une image assez optimisée. Il a mis plutôt 2 minutes. Quoi. Bah, si je réexécute, tout à l'heure, on était sur... Alors, on va réexécuter. C'était 1100 millisecondes. Donc, en mode JIT classique, on est sur cet ordre de grandeur là. Si on refait du coup... Hop. Voilà. pas toujours satisfaisant, mais voilà, mais on constate bien la différence avec le -OB quoi. Donc on a généré une image qui est beaucoup plus optimisée que celui qu'on a généré tout à l'heure. Là, il est même plus rapide que la version classique. Oui. Parce qu'il a tourné longtemps. Si on laissait tourner la version classique des heures à des heures, on aurait des meilleures perfs que la version native image. Ok, tout à l'heure, du coup, on a parlé de la notion de dynamisme de Java. Ce qu'on a fait là, c'est générer une image native sur un programme qui s'appelle plutôt Task. Alors, il y a bien il y a tout le rythme qui va avec, si vous voulez essayer chez vous. Alors, on génère le bytecode, peut-être montrer ce qui est dans task.java.
Dans le task Java, en fait, c'est on reprend le compte OpenCase qu'on a fait tout à l'heure, mais on rajoute une petite variante de réflexion. Ouais, ne faites pas ça à la maison. Mais sinon, tout le capot n'est pas mal de librairies, notamment Spring. C'est quasiment ça, quoi. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on fait là, c'est on passe du coup le programme en entrée de notre classe task, et par réflexion, il va essayer de charger la classe, quoi. Mais sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, toute la partie dynamisme Java n'est pas par défaut découvert par Native Image. Donc, il va éliminer tout ce code-là, donc besoin de l'expliciter. Peut-être vous montrer déjà pourquoi ça ne marche pas. Okay. Alors, toujours -OB n'est pas. Donc là, ça va compiler. Ça va prendre 50 secondes, un truc comme ça. Okay. Si ça fonctionne. Voilà, dans ce moment, c'est intéressant d'avoir la musique d'ascenseur parce que le silence. Je peux parler pour me meubler. Donc, toujours un max de ressources. Ouais. Et par défaut, du coup, la heap qui va consommer la native image, c'est 80% de ce qu'il voit sur votre machine. Ça, c'est par défaut, mais c'est configurable. Tout à l'heure, on parlait du coup du fait qu'il découvre l'ensemble des classes accessibles, l'ensemble des objets accessibles. On a les stats ici de qu'est-ce qu'il a vu comme Exactement. méthode, type, field. Et donc, il a embarqué tout ça, quoi. Donc 57% des types seront embarqués dans l'image native, quoi. Les autres seront carrément ignorés. C'est bon. Voilà, c'est terminé du coup. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Maintenant, si on exécute cette commande ici, en passant en paramètre le programme qu'on veut lancer, il nous génère un class not found exception. Pourtant, si je fais ça, hop. Voilà. C'est pas la même erreur. Ah oui, ok. Bah écoute, attends. J'ai pas passé le compte au package du coup. Ouais. Oui. Hop, c'est pas problème. Ok. Est-ce que ça est? Voilà. Là, il marche en mode JVM classique, ça marche. Parce qu'en mode native image, il ne trouve pas la classe. Tout simplement parce que comme cette classe est accédée par réflexion, au moment du build, comme cette classe quand OpenCase n'est pas accessible au build time, il va dégager. Il va dire, ben ça, depuis le point d'entrée main, ben je ne vois nulle part où tu accèdes à cette classe-là, je dégage. Alors on a fait exprès du coup, c'est fait exprès de, hop, je vais pas te casser non plus. Allez, voilà. C'est fait exprès de passer le nom comme ça là, parce que c'est, alors, ce qu'il faut expliquer à ce niveau, c'est quoi? C'est que si GraalVM, au moment du build time, peut résoudre ce nom-ci en une constante, il fera le chargement de la classe. Il est assez intelligent à ce niveau-là. Donc si il passé le count OpenCase directement là, il peut le résoudre en une constante, il le charge. Mais pour offusquer le système du coup, c'est qu'on fait généralement, en fait, pour offusquer le système et faire des démos surtout, ce qu'on fait généralement, c'est avoir une liste qui contient l'aboutissement des packages. Après, on fait le point joining. Bref, l'idée, c'est d'éviter que GraalVM, au moment du build time, résout, c'est qu'on passe dans classe.phoneme en une constante. Parce que s'il découvre que c'est une constante, il est capable d'aller inférer et dire « Ah, j'ai trouvé ça dans ton classe pass » et le charge. Alors, maintenant, ce qu'on va faire par la suite, puisque ça ne marchait pas, il ne trouvait pas la classe count OpenCase. Donc, on va demander du coup, via le casting agent, de générer la configuration nécessaire pour intégrer cette classe-là au moment du build time. Alors, on va créer un répertoire qui s'appelle MetaInf Native Image, puisque c'est ce répertoire que va lire Native Image pour récupérer toutes les informations de configuration. Et du coup, comme Jonathan l'a précisé tout à l'heure, on va passer l'agent GraalVM pour dire, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On exécute le programme normalement. Par derrière, du coup, l'agent interprète cette exécution de programme et dit, OK, je constate que ça est accédé par réflexion. Je vais te générer la configuration à passer à Native Image. Donc, comme on l'a fait, il a généré, du coup, la configuration pour Native Image, c'est ça. Donc, en gros, quand on... Ah. Ça scroll. Attends, voilà. Donc là, on voit bien le count uppercase et il nous met la méthode
Là, du coup, on passe une information à Native Image pour dire, ben, quand Uppercase, il a accédé via réflexion, notamment sur telle méthode, il prend tel type en paramètre. Et là, si on fait la native image, en lui donnant tout ça, et ben, Maintenant, si on refait notre Native Image, hop, comme ça là. ça va fonctionner. Ah. Spoil. Là, on n'a pas précisé le meta-inf. Pourquoi? Parce que par défaut, Native Image va lire ce répertoire-là, par défaut. Et bien évidemment, il va prendre le temps. Ça, on aurait pu l'écrire du coup à la main aussi, hein, sans utiliser l'agent, comme on vous l'a dit. Donc c'est pas forcément très compliqué. Mais bon, c'est plus simple de l'agent. Et si vous utilisez un framework Spring Quarkus, c'est des choses que vous n'aurez pas forcément à faire comme on fait plus de Javac à la main, on va pas forcément appeler directement Native Image à la main et faire toute cette partie-là. Mais à chaque fois, donc que ce soit Spring, Quarkus ou d'autres, ce que ça utilise derrière, c'est bien Native Image. Donc c'est tout ce qu'on vous montre là. Alors, vous voyez, c'est assez énergie, enfin, c'est assez ressourcevant, si je peux dire ça comme ça. Ça consomme assez de ressources, donc voilà. Donc, sur des machines qui n'ont pas assez de ressources, ça peut être compliqué, quoi. Bien pour des machines sur lesquelles le ventilo fonctionne encore bien, voilà, vous le sentirez passer, quoi. Alors, si on refait le même travail, hop, si on fait ça, et ça marche. Ça marche pourquoi? Parce qu'on a demandé à Native Image de prendre en compte la réflexion, en passant du coup ces configurations-là. Top. Ouais, l'onglet toujours, on n'a pas. Hop. C'est ce que tu viens de montrer, du coup, les reachability metadata. Ouais, tout à l'heure, du coup, on a utilisé le trace agent pour générer les informations de configuration, mais sauf que dans une grosse application, on a des librairies qui eux-mêmes ne sont pas forcément compatibles Native Image. Alors, ce que GalVM a fait, ils se sont posé une question de est-ce qu'on essaye d'industrialiser cette configuration-là? Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un repo GitHub sur lequel les mainteneurs de projets ou des libres open source Java viennent déposer toute la configuration qu'on a vue tout à l'heure. Donc la même chose qui dit qu'ils font de la réflexion sur telle classe, bah, se déposer dans ce repo via une PR. Et du coup, quand on utilise Native Image, Build Tool via Gradle ou Maven, ça va récupérer cette configuration-là et vous n'aurez pas à le faire à la main. On peut peut-être montrer un exemple de... Ouais. Vas-y. La PR, si tu veux. Voilà, ça ressemble à ça les pays. C'est vraiment comme le fichier qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc ici, ben, ils vont rajouter par exemple Reflect Config.json pour Caféine, qui est une librairie de cache Java. Voilà. Donc ça fait que lorsque vous utilisez vos frameworks préférés, notamment Spring Boot, via ce plugin-ci, il va du coup, votre étude de build Gradle ou Maven, il a accès à vos dépendances. Il va se dire, ok, ben, tu as Caféine dans tes dépendances du coup. Ben, comme je sais où trouver les fichiers de configuration pour Native Image, il va aller télécharger ces fichiers-là sur le repo Reachability Metadata. Alors, il y a un autre mode qui s'appelle le mode Preserve, Preserve All, donc c'est bientôt disponible. Alors, c'est un mode qui permet de casser un peu ce principe de monde fermé. Voilà, si on a la flemme de générer ces fichiers de configuration, c'est qu'on peut dire à Native Image, c'est dit, ben écoute, mets-moi toi à l'intérieur. Voilà. Balance-moi tout, je ne veux pas me casser la tête avec. Je sais qu'il y a de la réflexion, je sais qu'il y a du proxy dynamique. Preserve all, mets-moi toi à l'intérieur. À ça qu'il n'y a pas que de preserve all, on peut filtrer. On peut dire, on peut dire à Native Image, alors, ne regarde que tel package, ne regarde que tel module Java. Mais dans le doute, on peut faire du preserve all. Sur une librairie qui ne serait pas dans ce repository, vous pouvez dire bah, préserve all sur cette librairie parce que j'ai pas envie de gérer moi-même le fichier de réflexion. Exactement. Alors, et il y a des frameworks qui ont été plutôt pensés pour être compatibles GalVM, dont notamment Quarkus, Elidon, Micronaut. Bon. Spring Boot a rattrapé les wagons parce qu'à la base, il n'était pas très compatible, n'était pas compatible GalVM. Donc, ils ont un projet qui s'appelle Spring AOT. Voilà, qui est un projet qui met à disposition un plugin qui réagit à celui de GalVM pour exposer certaines tâches Gradle ou Maven. Et puis on a une démo, mais on va peut-être pas la faire parce que je pense que sinon on va largement dépasser. Mais du coup, on a du coup des démos, donc c'est un peu la même chose, mais pour Quarkus et Spring dans le repo
si vous voulez voir chez vous sur GitHub. Puis après Spring, vous avez une magnifique présentation déjà. Donc, ouais. Voilà. Petit subtilité avec Spring Boot, lorsque vous générez des images natives, du coup, le add profile, parce qu'on fait beaucoup ça dans Spring Boot, du coup, add profile pour définir les profils. Le add profile, du coup, ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien avec les images natives. Donc, ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est lorsque vous buildez vos applications, il faut définir le profil. Lorsque vous buildez pour Native Image, du coup, il faut définir le profil au build. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on utilise le plugin Maven ou Gradle pour Spring Boot, GraalVM bien sûr, ce qu'il fait, c'est qu'il démarre ton application et s'arrête à un certain niveau. L'idée de démarrer l'application, c'est de capturer tout ce qui est bin definition. Et si tu as besoin qu'il récupère les classes pour le bon profil, il faut passer à ce moment-là le profil Spring à utiliser, quoi. Sinon, par défaut, il va te démarrer avec le profil par défaut. Donc, c'est quelque chose à se noter. Et peut-être vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Peut-être pas faire des démo, mais pour montrer la configuration qui est liée à ça. Hop, si on revient dans Spring Boot, une fois de plus, l'algorithme, c'est expliqué. Pitfall add profile, du coup. Voilà. Donc, il faut bien préciser le Spring. Voilà, peut-être pas aller dans le build.gradle, c'est plus mieux. Ici, Spring Profile. Voilà. Donc, pendant le process AOT, donc, qui est une tâche Gradle mise à disposition par le plugin Spring Boot qui va démarrer l'application Spring Boot pour vous. Faire la capture des bin definitions. Donc, si on a besoin d'avoir des bin definitions liées au profil de prod, on a besoin du coup de spécifier le profil pour dire génère moi les bin definitions, mais prends en compte ma définition de profil qui se trouve dans mon application. Sinon, les profils, ça ne marche pas. Donc, c'est la subtilité à retenir à ce niveau. Hop. Donc on a vu un petit peu comment est-ce qu'on compile en natif et du coup comment est-ce qu'on travaille avec ces images natives, parce qu'on l'a vu, il y a des contraintes, des avantages. Donc il faut savoir que quand on fait des images natives, donc, ça va embarquer que ce que n'a pas besoin. Et le JVMTI, donc Java Virtual Machine Tool Interface, qui est utilisé notamment pour faire du Visual VM, du JProfiler, XQSMax, tout ça, c'est pas embarqué. Donc tous ces trucs-là, déjà, vous ne l'avez pas par défaut dans votre image native. Donc ça peut être problématique si vous en avez besoin. Vous pouvez les enable. Donc pour ça, il faudra le flaguer ici, enable monitoring. Et puis après, vous allez pouvoir mettre ce que vous avez besoin. Donc si vous avez besoin, par exemple, de JFR, il faut le mettre JFR. Et après, vous allez pouvoir, sur votre exécutable, du coup, faire les mêmes choses que ce que vous feriez sur le JFR classique. Mais en tout cas, voilà, pour chacun de ces trucs-là, il va falloir le spécifier. Donc JMX si vous voulez du Linux, etc. HIP dump si vous voulez faire des dumps de la HIP. Il faudra donc le spécifier au moment de la native image, enable monitoring. Sinon ça ne marchera pas. Et donc il y a un autre truc qui est lié à ça, c'est que les agents Java classiques, ils ne fonctionnent pas. Et donc là ça dépendra donc, de vos APM. Donc il y a certains APM qui vont vous offrir des agents natifs qui fonctionneront avec la native image, mais pareil, il faudra le passer ici quand on exécute la commande native image. Je crois que Datadog, ça fonctionne. Ouais, ils ont fait un truc qui mâchouille, voilà, mais c'est mon début. Mais en tout cas, les agents Java, par défaut, c'est pas vraiment supporté. Il y a une issue sur GraalVM, Java support agent. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faudra plutôt utiliser, par exemple, des SDK, donc par exemple le SDK OpenTelemetry, voilà, pour reporter tout ça directement dans le code, comme vous pourriez le faire dans d'autres langages qui ne supportent pas les agents. Si vous faites du C, c'est pareil. Il faut intégrer le SDK directement. La développeur expérience, elle est impactée par ces native images. Tout d'abord, on se pose la question de, on l'a vu, le native image, ça prend un peu de temps quand même. Est-ce que j'attends 3 minutes à chaque fois que je veux tester un truc, que je modifie mon code? Peut-être pas. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va continuer, nous, de développer sur la JVM, parce que ça va vite pour faire un petit changement. Hop, on redémarre sur la JVM. Mais ça sous-entend qu'on ne va pas forcément tester ce qu'on fait en mode natif. Donc il faut bien prendre ça en compte, faut bien y penser. Il y a un moment donné, il faudra essayer de tester comme en production, quoi. Si vous ne le faites pas, potentiellement, vous allez passer à côté de runtime exception, comme on l'a vu là, de la réflexion que vous n'avez pas vue, ou ce genre de choses, truc qui ne marche pas.
et ça va péter au runtime, ce qui n'est pas incroyable, quoi. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faudra faire des tests d'intégration avec vraiment votre native image et pas, voilà, je sais pas où dans votre flow de dev, mais il faudra y penser, quoi. Le debugging, on l'a vu, pareil, ça marche pas très bien par défaut. Donc voilà, donc on peut enable des choses pour avoir tout ça, mais c'est des choses pareilles. Debugging, on le fera plutôt sur la JVM. Quand on est sur native image, ce sera plus compliqué, quoi. Donc il y a des choses qui changent, en tout cas pour la développeur expérience. Sinon, pour les gourous des Linux, il y a GDB. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui utilise GDB parmi vous. New Debugger. Voilà, c'est un débugger Linux qui permet de débugger les images natives, quoi. Ouais, donc c'est au niveau Linux, quoi, du coup, pour avoir. Mais je pense que sinon il y a des. Sinon, IntelliJ, je pense qu'ils sont en train de travailler sur l'intégration des débuggers du depuis. Travail qui est fait pour améliorer toute cette partie debugging, mais en tout cas là actuellement, c'est pas forcément le meilleur truc. Donc, tel exemple. Alors en termes de sécurité, du coup, la question qui peut se poser, c'est ok, j'ai généré mon native image, mais comment je me rassure comment je me rassure de la software composition analysis? Quels sont les composants qui sont intégrés à cette native image? Voilà, quels sont les composants qui ont servi à la construction de cette native image? Donc ce qui est possible de faire, c'est du coup embedder le SBOM. On peut embedder le SBOM dans la native image. Et ce qu'il faut rappeler là, c'est que le enable SBOM n'est disponible que sur Oracle GraalVM. Donc, si vous faites du GraalVM Community Edition, c'est pas disponible, pas possible de faire ça. Donc, mais c'est quelque chose à se garder sur le code. Donc, on peut intégrer le SBOM dans native image et utiliser les outils classiques comme Sift pour générer le SBOM ou Grip pour générer le rapport de CVE. Donc, vous pouvez l'intégrer dans vos pipelines de SecOps, voilà. Pour voir nos vulnérabilités. En termes de conteneur, du coup, l'image de base, lorsqu'on veut containeriser une native image, donc l'image de base est fortement dépendante de la façon dont vous avez buildé votre native image. Alors, si vous avez buildé de manière classique, comme on l'a fait tout à l'heure, vous avez besoin d'avoir une image de base qui contient la libc et quelques librairies utilités au-dessus. Par contre, si vous avez choisi pour le compromis entre totalement dynamique ou totalement statique au milieu, donc vous avez besoin d'avoir une image de base qui contient ne serait-ce que la libc, donc ça peut être des images de base distro-less, ça peut être du Debian, ça peut être du Ubuntu, bref, il vous faut une image qui contient à minima la libc. Ou vous faites des images totalement statiques, et dans ces cas, vous pouvez utiliser une image de base cached. Voilà. Là, vous avez une image native qui contient tout ce dont on a besoin pour fonctionner, y compris la libc. Okay. Alors la libc, du coup, elle est passée à la construction de l'image native avec -libc musl, et ce n'est que musl qui est supporté lorsque tu veux générer une image totalement statique. Voilà. Donc si vous avez des problématiques de taille des images ou quoi que ce soit, donc la façon dont vous buildez vos images natives va fortement impacter sur le choix des images de base de vos conteneurs. Et du coup, la libc, elle se base donc en fonction de la plateforme où vous êtes. Donc, si vous êtes sur Mac, Linux, ce ne sera pas forcément la même libc qui sera utilisée que pour ce mode-là. Et d'ailleurs même, si on fait juste ça là, alors si on fait LDD, je pense que LDD, oui, c'est ça, task, comme ça là. Voilà, là on voit bien l'adéquation ou bien la liaison avec le système. Par contre, si vous avez généré l'image totalement statique, là il devait me mettre un message comme quoi je ne dépends d'aucune lib système. Ouais. Je suis autoportant. Vous mettez dans un scratch, je marche parce que j'ai la libc qui me permet de fonctionner. Donc là, on dépend de lib Linux, donc ça ne fonctionnera pas si j'essaie d'exécuter cette native image sur mon poste, sur mon Mac. Hop. Hop. En termes de CI, du coup, la plateforme cible doit être identique à celle de vos runners. Voilà. Parce qu'on a dit on génère une image native par rapport à une plateforme. Donc si vous avez des runners qui sont sur Linux, alors attendez-vous à ce que vos plateformes cibles, vos infra, notamment du Kubernetes et tout, soient également sur Linux. Si vous générez du coup des images natives sur un runner qui tourne sur des archives ARM, du coup, il faudrait que votre cible soit également dessus. Donc, il y a ce fort couplage entre la machine qui fait le build et la machine qui va exécuter l'image native. Donc c'est des choses à prendre en compte. Sinon, si vous êtes plutôt distributeur de CLI,
Je pense comme ça à la clique qui s'appelle KCCTL, une clique qui permet de manipuler Keycloak, qui est buildée en image native. Et dans ces cas, du coup, dans les GitHub Actions, ils ont configuré pour générer une image native pour chaque architecture. Ouais. Donc pour Windows, pour macOS et pour Ubuntu. Mais dans le cas des applications d'entreprise de gestion, du coup, bah, généralement on a un runner qui tourne sur Linux et on s'attend à ce que l'infra cible soit, en termes d'architecture, soit égale à l'architecture qui tourne à l'architecture sur nos runners. Le temps de bulle est revu à la hausse, bien évidemment. On a vu que ça prenait assez de temps, donc c'est des choses à prendre en compte également. Plus de ressources nécessaires. Générer une image native de par toutes les optimisations qui sont faites pendant le build, c'est assez consommateur en termes de ressources. Donc, si vos builds prennent assez de temps, vous avez une solution. Vous avez deux solutions. Soit vous supportez ça comme ça, ou soit vous augmentez les ressources, quoi. Voilà. Parce que plus de ressources, forcément, tu as plus de la puissance de calcul et la génération des images ira plus rapidement. Et peut-être que vous allez, si vous faites des native images, revoir un peu votre workflow. Peut-être que vous n'allez pas builder une native image à chaque fois que vous faites une PR. Peut-être que vous allez, je sais pas, builder la native image que quand c'est émergé sur votre main, par exemple, faire les tests qui vont avec. Enfin, ça dépendra de ce que vous voulez faire et de vos ressources. Parce que forcément, sinon, ça va prendre un peu plus de temps à builder les PR si vous faites des native images à chaque fois, quoi. Donc, sinon, il y a un très bon projet côté GradVM qui s'appelle le Native Image Layer, dont l'idée c'est de réduire le temps de build. Parce que à chaque fois que vous faites Native Image, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Vous passez les mêmes inputs. La JDK, vos librairies. Donc si vous faites 4 fois Native Image, il va viser 4 fois les mêmes choses. Donc il y a le projet Native Image qui permet de fournir, un peu comme Docker, des layers de base. Donc quitte à ce que le code qui soit buildé en image, le code qui soit buildé par Native Image ne soit que votre code à vous. Et toute la partie librairie JDK soit fournie par la communauté. Donc un peu comme le modèle Docker, quoi. Voilà. Ça s'appelle Native Image, mais c'est pas encore, c'est encore en cours de développement. Et voilà, on arrive à la fin. Donc petite conclusion, petite slide de conclusion. Donc le Native Image, c'est top, hein. Enfin, on l'a vu, ça apporte plein de choses. Mais il va falloir analyser votre use case pour savoir déjà si vous en avez vraiment besoin, si ça va vous apporter quelque chose, si même ça ne va pas vous desservir. Comme on a dit, si vous avez une application que vous ne redéployez jamais, qui dure ultra longtemps, la JVM Hotspot, elle sera peut-être plus performante. Si vous avez vraiment besoin de throughput, ou c'est vraiment ça qui vous importe, le throughput, ce sera mieux sur la JVM Hotspot. Si par exemple vous avez besoin de faire du scale to zero, de faire un CLI, de faire du microservice suivant les use cases que vous avez, là peut-être que ça peut valoir le coup de faire une native image. Si vous faites des lambda en Java, ce qui est possible avec la native image, là clairement il faut faire des native image, quoi, parce qu'on ne va pas attendre 2 minutes que la lambda se démarre. C'est pas très pratique, quoi. Ouais. Et tout à l'heure on parlait de C1 et C2 effectivement. Celui-là Bus Lambda, ils ont limité par défaut la compilation à C1, par défaut. Donc lorsque vous déployez un workload Java sur Lambda, elle est limitée à C1. On doit s'entendre qu'on parle de C1. C'était effectivement pour adresser ces problématiques de démarrage rapide. Donc juste pour information, pour ceux qui font du Lambda et du Java. En tout cas, les Lambda en Java, une native image, c'est, je pense, une bonne idée. C'est pas magique, on l'a dit, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut faire attention. Donc on a vu la réflexion, les configurations, les libs que vous utilisez, donc les dépendances que vous avez, la plateforme sur laquelle vous allez faire votre native image. Donc il faut prendre ça en compte. Suivant aussi les frameworks que vous avez utilisés, c'est pas aussi mature. Donc sur Quarkus, ça marche ultra bien parce qu'ils ont pensé le truc dès le début. Les librairies que vous avez utilisées, officielles Quarkus, elles sont compatibles avec le native image. Spring Boot, c'est un peu, ça arrive un peu plus tard, c'est un peu plus différent. Donc faudra voir au cas par cas suivant les libs, quoi. Niveau Ops, ça change des choses, on l'a vu. Sur la CI, peut-être qu'on va devoir la revoir, ça va peut-être prendre plus de ressources. Le déploiement, ce sera peut-être un peu différent aussi, hein. Forcément, on a un exécutable natif, donc c'est toujours pareil, c'est des choses qui vont devoir un peu changer. Les performances, par contre, ça c'est un peu le point. Donc les performances au démarrage, elles sont top, et ça c'est ce qu'on aime, en tout cas dans certains use cases, encore une fois. Donc le CPU qui est aussi moins de consommation CPU, une mémoire qui est réduite. Les frameworks, donc je l'ai déjà dit, donc Quarkus qui est mature, mais pas que, Micronaut et Lydon, ça marche aussi super bien. Et un petit point aussi sur d'autres projets de l'écosystème, parce qu'en fait,
Native Image, donc un des buts premiers, c'est d'avoir des performances, des bonnes performances au démarrage. Il y a d'autres projets de l'écosystème Java qui arrivent, qui sont déjà en cours, pour justement avoir un temps de démarrage donc plus rapide, moins de consommation au démarrage, une hotspot qui est plus optimisée dès le démarrage. Donc voilà, notamment Crack, le projet Leiden, où en fait on va venir, par exemple, démarrer donc la JVM, enfin l'application Java, regarder ce que ça fait, prendre un snapshot, récupérer ce snapshot et on va pouvoir, quand on lance vraiment notre application Java, prendre le snapshot et du coup c'est déjà optimisé un petit peu quoi. Donc voilà, il y a plein d'autres choses qui permettent de, en tout cas, avoir des meilleurs perfs au démarrage, qui sont en développement plus ou moins expérimental. Mais voilà, ça peut avoir le coup aussi de se pencher là-dessus si vous ne pouvez pas faire du native image ou si votre use case ne le permet pas, quoi. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Kevin. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du app CDS avec Spring Boot? Non, ça va. Je pense que le projet Leiden, en fait, c'est du app CDS version 2.0. Mais l'idée de tous ces projets-là, c'est de vraiment rendre Java compétitif dans le cloud. Donc, il n'y a pas que GraalVM. Donc, si GraalVM n'est pas votre cible, vous pouvez vous pencher sur des projets comme Crack. Voilà. Mais Leiden au moins suit. Alors, et pour ceux qui travaillent sur des plateformes Microsoft, il y a Azure Platform Prime du coup. Ils ont beaucoup travaillé sur le fait de pouvoir centraliser la compilation de Just-in-time Compiler. Donc ils ont travaillé sur le fait de pouvoir cloudifier le Just-in-time Compiler. Donc si vous lancez 4 fois la même application, en fait il va réutiliser tout le profil de compilation qui se trouve sur le cloud. Donc il y a tellement de projets qui tournent autour de rendre Java compétitif sur le cloud parce qu'à la base Java n'avait été pensé pour. J'avais été pensé pour on développait des trucs en Java 2 à l'époque. On met un WebLogic, on met un data center, hop, ça tourne 6 mois. Ce n'est qu'après 6 mois qu'on fait le prochain déploiement. Sauf qu'aujourd'hui, avec le cloud et toute sa mouvance, ce sont des patterns qui ne sont plus trop vrais. Voilà. Donc, il y a autant de projets dont le but, c'est vraiment de mettre l'accent sur la cloudification des applications Java, quoi. Voilà, et donc si ça vous intéresse pour aller plus loin, encore une fois dans notre projet de démo, on a aussi une petite démo pour faire un CLI. Donc voilà, justement avec Native Image, parce que pareil, le CLI, c'est un CLI en Java, on se dit c'est n'importe quoi, ça prend 2 minutes à démarrer le CLI, c'est pas très pratique. Avec Native Image, c'est pas mal. Et puis les lambda, ça, on l'a déjà dit. Et puis les démos, je vous remets le QR code si vous voulez retrouver tout ce qu'on a fait là, et plus encore. Et puis si jamais vous avez des questions, pas de questions? Ouais. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les images natives avec les frameworks de ce type? Avec Quarkus surtout. Oui, ouais. avec Quarkus du coup, chez l'un de mes clients du coup, j'avais développé une application Quarkus pour laquelle je générais une native image. L'application en gros devait être déployée sur des lambda et ça devait servir de proxy entre les applications déployées sur AWS et les apps déployées sur GCP. Voilà, bon, je ne sais même pas pourquoi, mais voilà, c'était ça le but de setup, quoi. Dans setup, en fait, tu faisais des primitives Quarkus comme REST client, parce que le but c'était de recevoir du trafic et d'appeler l'application qui se trouvait sur GCP. Alors, comme c'était une petite application, j'ai dit, écoute, je fais du Quarkus et je génère l'application en native image, quoi. C'est vrai que pour un début, on a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que la machine du runner, la machine sur laquelle on buildait les images natives, en fait, était certes sur Linux, mais c'était une machine assez vieille. C'était une machine assez vieille, donc ce qui fait que sur Lambda, on avait des erreurs incompréhensibles d'architecture. Ça nous générait des problèmes qu'on ne comprenait pas. C'est plus tard qu'on a compris en fait que la machine du runner était assez vieille et il fallait qu'on modifie la façon dont l'image était générée pour que cela soit compatible, quoi. Donc je parle comme ça des options -mash égale à compatibility. Voilà. Juste pour dire, je vais tourner sur un environnement Linux, mais comme je ne suis pas très sur la compatibilité en termes de fonctionnalité des CPU, je génère une image qui sera compatible pour toutes les machines Linux. Mais sinon, ça marchait plutôt bien. Après, à part ça. j'espère que ça marche bien, ouais.
J'espère que ça marche toujours. On peut leur demander, on va sur le contact. Non, c'est toujours en prod. Ouais, c'est toujours en prod. Okay. Ouais, ça va. D'autres questions? C'est bon. Même sur Quarkus ou Spring. Hein. Ouais. Est-ce que ça peut dépendre aussi de l'architecture des processeurs? Je pense notamment aux processeurs ARM qui commencent à mettre vachement bien en avant, notamment avec les Makema et autres. Bah ouais. Et après, on commence à parler d'avoir des processeurs ARM aussi au niveau côté serveur, notamment pour la partie IA. Du coup, la partie compilation native fonctionne sur ces architectures-là? Ouais, ça fonctionne. Oui. Ouais. Par contre, tu seras dépendant de l'architecture ARM pour ton native image. Ouais. Ils ont déjà fait le travail là-dessus. Ouais. La seule condition, c'est que la machine sur laquelle tu génères ton image, il faudrait qu'elle ait la même architecture que ta machine cible. Quoi. Ouais. Et même pour gagner même encore en performance, l'idée c'est de générer l'image native avec l'option -mesh natif pour dire je suis sûr que en termes de CPU et fonctionnalité, la machine de mon runner est identique à ma plateforme cible. Là, il va te générer une image vraiment taillée pour ça. Quoi. Sinon, par défaut, il va te générer un truc plutôt standard. Ouais. Qui peut marcher sur un peu des architectures, Oui. enfin les mêmes archis et des machines un peu similaires. Quoi. Ouais. Je vois que vos slides datent de 2023, donc ça fait 2 ans, je pense. Vous avez Non, mais ouais, c'est plutôt le. C'est- C'est plutôt le Zenica 2023 qui change voilà. pas, mais le copyright, ouais. Et du coup, ma question, c'est c'est quoi la tendance que vous voyez vous, chez Zenica, chez vos clients? Est-ce que ça démarre? Ouais. Bah moi j'ai un peu de. Moi j'ai pas réussi à vraiment les mettre chez les clients. Pourtant ils ont des lambda. Toi un petit peu. Ouais, moi un petit peu, effectivement, sur le retour que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, chez un client, alors, c'était pas le forcing, je les ai proposé des avantages, je les ai proposé des avantages de trucs, et ils ont plutôt coopéré, quoi. À mode, effectivement, ça sera tout bénéf, et de toute façon, c'était plutôt une squad R&D, non, c'était une squad innovation. Ouais. Voilà, donc ils ont dit un peu d'innovation, leur oui, c'est. Voilà. Mais sinon, de manière. Sinon, on avait quand même une demande, c'était Orange. Ah oui, Donc, on avait fait toute une présentation parce qu'ils étaient vachement intéressés par tout ça. l'ACNAM, je pense, l'ACNAM. Ah, c'était pas Orange. Oui, l'ACNAM. Désolé, c'était la CNAM. Pas tout à fait pareil. Donc la CNAM, ouais, ils étaient intéressés. En formation aussi, quand je fais les formations Quarkus, ils sont pas mal intéressés sur cette partie-là. Après, est-ce que c'est utilisé beaucoup en prod? Je pense que c'est un peu. Beaucoup de gens qui en ont peur un peu. La peur du changement. Oui aussi, mais ça décolle pas encore, en tout cas je pense. Mais c'est quand même prometteur. D'autres questions? C'est bon? Ouais. Tu as dit que tu avais un client qui avait des lambda, mais du coup c'est la JVM JIT. Non, du coup ils font du TypeScript. Du coup il y a du Kotlin partout, sauf pour les lambda qui font en TypeScript, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre du natif pour les lambda. Et aussi parce qu'il y a on a encore des clients qui disent Java dans du lambda, non je veux pas. Ouais c'est ça, hein. Ils se disent ça marche pas en fait. Ouais, et cette phobie vient du fait que du Java dans des conteneurs déjà c'était problématique. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu l'épisode de Java dans les conteneurs qui ne marchait pas très bien, parce qu'il ne détectait pas la limite que tu fixais au niveau du conteneur. Voilà, il bypassait ça. Donc si tu démarrais ton Docker en mode ok, mon conteneur va utiliser 1000 MB de mémoire, Java dans du conteneur, du coup il s'en foutait de ça. C'est basé plutôt sur la mémoire qui était sur ta machine physique, quoi. Voilà. Donc c'est cet épisode-là qui a conduit à images de Java Java dans du cloud. Parce que quand Java a été créé, le conteneur ça n'existait pas. Donc il n'avait pas conscience qu'il tournait dans un conteneur. Donc, On m'a fait une réflexion tout à l'heure. Combien de personnes dans la salle étaient nées avant Java? Pas moi. 95, c'est Java. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ah ouais. C'est bon? Ok. Écoute.